Bonjour Majed Némé, Bonjour. vous êtes le directeur de la revue Africasie, qui a été fondée par Monsieur Mallet, dont on aperçoit le portrait au-dessus du canapé. Nous sommes dans la salle de rédaction de votre journal. Pouvez-vous présenter votre journal et le fondateur en quelques mots, et vous-même, Monsieur Némé, vous présenter en quelques mots? Écoutez, Simon Mallet, c'était un militant pour la cause des peuples du Sud. Il était journaliste égyptien qui a beaucoup travaillé à New York. Il était surtout très proche du FLN algérien pendant la lutte pour l'indépendance, aussi pour la décolonisation partout en Afrique et dans le monde arabe et en Asie. Donc la revue Africasie a été fondée en 1969 pour accompagner les pays récemment indépendants, décolonisés, dans leur construction de l'État national, souverain, indépendant et progressiste. Voilà. Moi, j'ai rejoint la rédaction en tant que rédacteur en chef en 1989, responsable du monde arabe. Et puis en 2005, j'ai repris, Simon Mallet était très fatigué, j'ai repris le journal, je suis devenu le directeur. Et Simon Mallet est décédé un an après, il était malade, fatigué. Et voilà, on est là toujours avec une équipe très motivée, une équipe de journalistes militants, et on partage un peu la même vision du monde, c'est-à-dire un monde libre, sans ingérence étrangère, pour les droits de l'homme dans le bon sens, pas les droits de l'homme comme alibi pour intervenir, pour s'ingérer dans les affaires des autres pays et changer les régimes. Et voilà, c'est un peu, en gros, c'est ça notre ligne, le développement autonome, la défense des causes dont que beaucoup de monde a oublié, la cause palestinienne. On est contre l'intégrisme, parce qu'on sait que l'intégrisme a été encouragé, surtout par les Occidentaux, pour affaiblir le monde arabe, et contre les ingérences sous quelque motif que ce soit. Oui. Que ce soit pour le droit pour le protéger, que ce soit pour instaurer la démocratie, parce que partout où il y a eu des ingérences, on a vu les résultats. Oui, en effet, il y a une continuité donc dans votre journal entre la période de la décolonisation et la période actuelle. Voilà, parce qu'il y a des indépendances qui ne sont pas achevées, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un drapeau, un siège à l'ONU. L'indépendance, c'est le combat de tous les jours. Donc, voilà, nous, on est dans cette optique-là. Donc vous-même, Monsieur Némé, vous avez commencé à travailler dans ce journal en tant que spécialiste du monde arabe. Vous-même, vous êtes d'origine syrienne. Je suis d'origine syrienne. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté la Syrie pour des raisons familiales pour le Liban. Et puis j'ai fait des études de philosophie, licence et magistère. Puis j'ai travaillé dans l'édition à Beyrouth. J'ai dirigé une encyclopédie de politique en 7 volumes, ça veut dire à peu près 6000 pages. Et puis quand la guerre civile a commencé à Beyrouth, je suis venu ici dans l'espoir que ça se termine vite. Je pensais que c'était dans un mois, je peux retourner. Finalement, je suis resté ici jusqu'à maintenant, ça fait presque 35 ans. Donc si vous le permettez, Monsieur Némé, nous allons aborder un sujet brûlant Oui. qui est donc l'intervention russe en Syrie, donc à l'appel du gouvernement Assad. À cette occasion,
la ritournelle habituelle a à nouveau été reprise par le président Hollande et par une majorité de journaux qu'on peut qualifier de mainstream, selon laquelle le président Assad était responsable de la situation actuelle dans la mesure où, au moment du printemps arabe, des manifestations démocratiques très importantes voulant démocratiser le régime ont eu lieu, qu'il a réprimé dans le sang. Il serait responsable depuis de la mort de 250 000 Syriens, d'un nombre très important de réfugiés par millions dans les pays limitrophes et qui maintenant, pour des centaines de milliers d'entre eux, frappent aux portes de l'Union européenne. Et il serait en plus responsable de la formation de l'État islamique. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations répétées? Écoutez, après ce qui s'est passé en Irak, avec les mensonges, les médias mensonges qui ont accompagné cette guerre, cette agression, après ce qui s'est passé en Libye, quand même, l'observateur un peu intelligent doit quand même aller au fond des choses. Certes, Bachar al-Assad n'est pas un démocrate comme on l'entend en Europe ou comme on l'entend selon Obama et selon les droits de l'homisme un peu partout. C'est un régime autoritaire, certes. C'était un régime dirigé par un seul parti, soutenu par un front aussi, mais c'était quand même l'article 8 de l'ancienne Constitution qui disait que le parti Baas dirige et la société et l'État. Voilà. Au début de la contestation, tout le monde avait demandé la suppression de cet article, l'article 8. Ça a été supprimé. Bachar al-Assad, dès les 3 premiers mois, il a voulu la négociation. Il a supprimé cet article contesté. Il a fait une nouvelle constitution où il y a le multipartisme, il y a la liberté des médias. Il a naturalisé à peu près, donné la nationalité à quelques 300 000 Kurdes qui étaient apatrides, et la plupart étaient venus soit d'Irak, soit de Turquie, mais qui vivaient en Syrie. Et puis il a appelé l'opposition à des négociations. Bon, les premiers tours de négociation n'ont pas abouti, donc tout le monde a claqué la porte, et puis les Occidentaux se sont saisis vite de cette aubaine pour dire que Bachar al-Assad, il a réprimé son peuple, il a du sang sur les mains, il faut qu'il parte, il n'a plus de légitimité pour gouverner la Syrie. Ça, c'est le scénario qu'on a entendu. Et puis, un an après, c'est en 2012, il y a eu la conférence de Genève, Genève 1. Et la Syrie a voulu participer de bonne foi, mais ceux qui appelaient à cette conférence, surtout du côté occidental, ne voulaient absolument entendre parler de nouveau contrat social. Donc maintenant, on a des livres qui disent que quand même, la France avait demandé à l'opposition extérieure, qui ne représente rien, qui est logée dans les grands hôtels en Europe et dans les pays du Golfe et en Turquie, de ne pas jouer le jeu de la négociation parce que de toutes les façons, Bachar al-Assad allait tomber du jour au lendemain. C'était en juin 2012. En juillet 2012, c'est-à-dire un mois après l'échec de cette conférence, il y a eu l'attentat qui a décimé les principaux responsables sécuritaires du régime, de l'État syrien. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef des dirigeants sécuritaires, c'est-à-dire ce qu'on appelait la cellule de crise sécuritaire.
il y a eu même une attaque contre l'état-major de l'armée syrienne en plein Damas, qui a été repoussée. Donc il y avait quelque chose qui se préparait pour renverser le régime syrien. Ça n'a pas. Ils se sont trompés sur toute la ligne. On avait dès le départ dit qu'entre 3 et 6 mois, le régime allait tomber. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. François Fillon, qui était le premier ministre de Sarkozy, l'avait dit, il l'avait donné dans plusieurs interviews. On avait parié sur une chute rapide comme à la libyenne ou à la tunisienne et à l'égyptienne. Ça n'a pas été fait. On aurait dû arrêter. On a continué droit dans le mur, et puis on voulait à tout prix que Bachar al-Assad cède le pouvoir. On a armé l'opposition, qui était déjà armée, parce que dès les premiers jours, le mythe d'une opposition pacifique, démocratique, laïque, tout ça c'était de la foutaise. Dès le premier jour, il y avait usage, il y avait militarisation. Je vous rappelle deux incidents. Il y a le premier, c'était à Dera. Il y a eu une embuscade. 60 soldats ont été exécutés. Et l'armée n'a pas voulu, malheureusement, communiquer sur cet incident. Oui, c'est pour ne pas... Par qui ont-ils été exécutés? Par ce qu'on a dit, l'opposition démocratique et pacifique. C'était des groupes armés, bien armés. Oui. Et puis, un mois après, en juin, le 1er juin, ou le 10 juin, il y a eu une attaque à Just-Chourour. Il y a eu l'occupation du centre de police, c'était des policiers civils. Il y a eu une exécution d'à peu près 120 policiers, triés sur le volet, parce qu'on a fait le tri entre les sunnites et les chiites ou les alaouites, et puis on les a exécutés. Et ça rappelle paradoxalement ce qui s'est passé dans les années 80, quand les frères musulmans s'étaient attaqués à l'académie militaire syrienne, et puis ils avaient exécuté presque une centaine d'officiers élèves. Triés sur le volet, on a choisi les alaouites et puis on les a exécutés. Et c'est ce qui a fait préparer la voie aux événements de Hama en 1982, février 82, où on a dit qu'il y a eu un massacre sans nom perpétré par le régime syrien de l'époque, alors que c'était les frères musulmans qui avaient pris l'initiative, une partie des frères musulmans, qu'on appelle Al-Tali'a al-Muqatila, même contre l'avis de la direction des frères musulmans. Voyez, et on trouve quelques rescapés des événements de Hama à la tête de la contestation aujourd'hui, qui sont considérés comme le représentant d'un islam politique, modéré, et laïque, et toute cette musique-là. Donc, dès le départ, il y a eu militarisation de la contestation. Puis il y a eu confessionnalisation. Bon, certes, il y avait des militants. Moi, personnellement, j'étais contre le régime. J'ai fait de la prison. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un qui est inconditionnel pour du régime. Mais en 81, en septembre, il y a eu une amnistie. J'ai voulu essayer. J'ai été là-bas. Finalement, je n'ai pas été inquiété. Et puis, j'ai vu beaucoup d'opposants à l'intérieur. J'ai discuté librement avec tout le monde. Puis j'ai pu quand même me faire une idée. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour la démocratie, c'était pour changer le régime,
ce qui était visé, c'est surtout la vocation géopolitique de la Syrie, c'est-à-dire on voulait l'obliger à changer d'orientation, à rompre avec la Russie, à rompre avec l'Iran, à rompre avec le Hezbollah, à rompre avec le Hamas. Et donc, d'ailleurs, ça a été dit par quelqu'un comme le premier président du Conseil syrien de transition. Il a dit, dès qu'on sera au pouvoir, on va changer de politique, on va rompre avec le Hamas, on va rompre avec le Hezbollah, on va négocier avec Israël, etc., etc. Et puis la démocratie, et puis les contestations ont pris une tournure vraiment confessionnelle. Et puis, il y avait la machine de propagande. Mais avant tout ça, c'est-à-dire, maintenant, il y a un ami qui prépare un livre sur le document sur le conflit syrien. Il y a eu des entretiens entre Erdogan, ou ce ministre des Affaires étrangères, et Bachar al-Assad, entre les Qataris. Et tout, qu'est-ce qu'on demandait de Bachar al-Assad? Rompez avec l'Iran, accepter la participation des frères musulmans au pouvoir, et on arrête. Donc, le facteur extérieur était là. Et les Russes, dès le départ, étaient au courant de toutes ces choses-là, parce qu'ils étaient présents. N'oublions pas que quand même depuis la guerre de 1973, et même avant, c'est-à-dire depuis 1955, c'est l'Union soviétique qui avait cassé le monopole des ventes d'armes à des pays indépendants, comme l'Égypte de Nasser et la Syrie. Donc les relations entre les deux pays, ça remontait à loin. Donc, en 1967, ils ont réarmé l'armée syrienne face à l'agression israélienne. En 1973, ils ont armé la Syrie pour faire face à l'agression israélienne. Et puis en 1982, quand Israël a détruit les bases de missiles syriennes qui étaient défensives, c'était à l'époque, avant Gorbatchev, comment il s'appelait, le président soviétique, il a inclus la Syrie dans le commandement intégré soviétique. C'est-à-dire la défense de Damas était de la responsabilité de la stratégie militaire soviétique. Voilà. Comment il s'appelait ça? Vraiment, j'ai oublié, mais il y en a deux qui se sont succédés très rapidement. Oui, mais il est mort rapidement, qui était le chef du KGB, et puis malheureusement il est mort assez vite. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Les relations entre les deux États étaient stratégiques. Il y avait un accord de défense entre les deux pays. C'est-à-dire, et puis quand l'Union soviétique s'est effondrée, les relations entre les deux pays s'étaient poursuivies, contrairement à l'Égypte. L'Égypte a trahi avec Camp David, et puis elle a chassé les experts soviétiques. La Syrie n'a jamais rompu avec l'Union soviétique, et puis après avec la Russie. Quand la Russie était dans des difficultés économiques, il y a eu beaucoup d'exportations de produits agricoles, de l'agroalimentaire, vers la Russie. Vous voyez? Et bon, et il y a entre les deux pays, si vous voulez, à peu près 100 000 couples russo-syriens. Les Russes connaissent très bien le pays, parce que ça fait partie de leur stratégie, ça fait partie humainement parlant, il y a des milliers et des milliers d'étudiants syriens qui ont étudié en Russie. Il y a beaucoup de soviétiques et de russes qui ont étudié l'arabe en Syrie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est étonné quand on voit l'expertise remarquable russe
du monde arabe. Donc, en, en empêchant que la Syrie connaisse le même sort que l'Irak et que la Libye, les Russes savaient, parce qu'ils étaient visés eux-mêmes aussi. Parce qu'après la Syrie, ce sera le tour de Hezbollah, ce sera le tour de l'Irak, du régime irakien, qui leur a échappé, parce qu'ils ont voulu que l'Irak devienne une base occidentale. C'était un fiasco total. Et c'est devenu l'allié de l'Iran et de la Syrie. Et puis, à la fin, en fine, c'est s'attaquer à l'Iran. Donc tout ça, c'est tombé à l'eau. Et puis, il n'y avait pas que la Syrie, la Russie, qui était l'allié de la Syrie. Rappelez-vous, 4 fois, la Chine et la Russie ont opposé leur veto. C'est du jamais vu dans les relations internationales. Les deux puissances. Pourquoi? Moi, j'ai discuté avec beaucoup de responsables et d'experts russes et chinois. Mais le déclic, c'était la Libye. Parce que là, rappelez-vous, en 2011, la Syrie, la Russie et la Chine s'étaient abstenues concernant la résolution 1973, qui n'appelait pas à une intervention armée, juste pour protéger les civils. La Cyrénaïque, oui. Voilà. Et finalement, ils ont profité de cela, ils ont renversé le régime d'une façon atroce, avec l'assassinat de Kadhafi. Bon, on se rappelle ce jour-là comment Poutine, qui n'était que le Premier ministre, il a critiqué le président Medvedev, il a dit il s'agit là d'une croisade. C'est-à-dire maintenant, avec un tel comportement, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors que la position russe, c'est le respect du droit international, et rien que le droit international. Et tout cela est arrivé après la Géorgie en 2003, après l'Ukraine en 2005, après Kosovo. Vous voyez, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU, sous Yeltsin, était devenu une chambre d'enregistrement des volontés occidentales et américaines. Et puis il y a eu l'amère expérience après l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a eu autodissolution du pacte de Varsovie à une condition que les membres du pacte de Varsovie ne rejoignent pas l'OTAN. Et tout ça, ça a été... Ils ont manqué à leur parole, et puis ils avançaient. Puis il y a eu le projet des missiles, de boucliers antimissiles, qui était dirigé contre la Russie, tout en disant non, c'était contre l'Iran, mais les missiles devaient passer au-dessus de la tête des Russes quand même. Heureusement qu'il y a eu la période Poutine qui a annoncé le sursaut russe comme une puissance qui a son mot à dire et qui ne respecte plus d'être roulé dans la farine. Monsieur Némé, est-ce qu'on peut vous demander de nous dévoiler le nom de l'auteur qui prépare cet ouvrage sur les relations internationales qui sous-tendent la crise syrienne et le titre de cet ouvrage? Écoutez, le livre n'est pas sorti encore. Bon, on attendra. Mais si vous voulez, c'est un ami j'attends qu'il le termine. Mais ce sont des documents vraiment de première main, parce que ce sont des comptes rendus. C'est minute par minute, les minutes de ces réunions, que la position du Qatar, pour parler entre le président Bachar al-Assad et le Qatari, le président Bachar al-Assad et les Turcs, tout ça, parce que si Bachar al-Assad avait accepté de rompre avec la Russie, de rompre avec l'Iran, de rompre avec le Hezbollah, il serait peut-être l'allié le plus adoré des Occidentaux. D'ailleurs, ça me rappelle un peu en 2003,
parce que c'est une longue histoire. En 2003, quand l'Irak a été occupé, rappelez-vous, Colin Powell, qui était à l'époque secrétaire d'État, Colin Powell, c'est lui-même qui a brandi les prouvettes, dit voilà les armes de destruction massive irakienne et tout ça, et puis après il a regretté, il a dit c'était la honte de ma vie. Ce même Colin Powell, il était toujours au pouvoir. Il est passé par Damas. Il a présenté une liste, un ultimatum à Bachar al-Assad en 2003. Ça consistait en quoi? Parce que là, c'est facile à trouver les termes de l'ultimatum. Rompre avec toutes les organisations palestiniennes, y compris le Hamas. Mais le Hamas s'était montré ingrat et traître. Parce que quand même la Syrie a beaucoup souffert de son soutien à la cause de la résistance palestinienne. Et en premier lieu à Hamas, mais dès les premiers mois de la contestation, le Hamas s'est rangé du côté de la contestation frères musulmans. C'est-à-dire, il a avancé son appartenance à la confrérie des frères musulmans plutôt qu'à la cause palestinienne. Et le prix à payer par les Palestiniens était très lourd. Rompre avec toutes les organisations palestiniennes, les chasser de Syrie, parce que la Syrie, c'était Damas couvait tous les mouvements de résistance palestiniens. Rompre avec le Hezbollah, ne plus l'aider. Rompre avec l'Iran. Ne plus aider la résistance à la présence, à l'occupation américaine en Irak. Vous voyez? Et tout cela, c'était niet sur toute la ligne. Et depuis, il y a eu des sanctions contre la Syrie, c'est-à-dire demander de compte à la Syrie. Il y a eu des sanctions économiques et financières. Et puis, à la fin, la stratégie occidentale, c'était de pousser la Syrie vers l'irréparable. Et donc il y a eu la résolution 1559 du Conseil de sécurité qui demandait à la Syrie de retirer ses troupes du Liban. Sinon, il y aura des sanctions, etc. Tout ça, ça n'a pas marché. Et puis, et ça c'est Chirac qui l'a écrit dans ses mémoires, qui était l'ami de Hariri, le premier ministre libanais, qui avait la double nationalité libanaise et saoudienne. Il a dit que le jour où la Syrie, l'armée syrienne, serait contrainte à se retirer du Liban, le lendemain, le régime va tomber. Bon, on sait, il y a eu l'assassinat de Hariri. On a tout de suite collé la responsabilité à la Syrie. Jusqu'à maintenant, on est en 2015, c'est-à-dire 10 ans après, malgré tout l'argent mis dans l'enquête et tout ça, on n'a rien prouvé. Qui est responsable de l'assassinat de Hariri. Mais la conséquence a été que la Syrie s'est retirée du Liban. Vous voyez? Et puis le régime n'est pas tombé. Non seulement il n'a pas tombé, un an après, en 2006, il y a eu l'agression israélienne soutenue par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par les États-Unis. Le retrait du contingent militaire syrien du Liban n'a pas abouti au résultat escompté, c'est-à-dire la chute de Bachar al-Assad. Donc, ils ont décidé d'utiliser la manière forte, donc attaquer directement le Hezbollah en 2006, en juillet 2006. Et contre toute attente, le Hezbollah a remporté la bataille. Et c'était en même temps une victoire pour la Syrie. Vous voyez? Donc, peu après, ils ont essayé de... Bon, ils ont compris que ça n'a pas marché. Donc, on va utiliser la manière douce. Après
l'échec de l'agression israélienne. À l'époque, le Qatar, il faut le rappeler, était l'allié de la Syrie, était l'allié de Hezbollah, contre l'Arabie Saoudite, contre la Jordanie et contre l'Égypte de Moubarak. Bon, il y a eu une ouverture sur la Syrie. On a invité Bachar al-Assad en France. Toutes les capitales européennes l'ont reçu avec honneur. Et puis on a dit, bon, si vous voulez, vous pouvez ne pas rompre avec l'Iran, mais au moins il faut équilibrer les relations. Donc l'ouverture vers la Turquie. Donc il y a eu la signature d'un accord de partenariat stratégique avec la Turquie. Pour leur dire, moi je ne suis pas l'otage des Iraniens. La Syrie est un pays souverain. Et puis les relations économiques entre la Syrie et la Turquie d'Erdogan se sont développées à toute allure. Bon. Le montant des échanges, c'était 6 milliards au profit de la Turquie. Et puis, Bachar al-Assad, il a introduit une série de réformes libérales. Et je pense qu'il a commis une erreur. Vous voyez? Parce qu'en même temps, la Syrie a connu 4 années de sécheresse sans précédent. Donc, il a jeté des millions de Syriens, de paysans syriens, dans les banlieues des villes, Alep, Damas, Homs. Et c'est ce qui a fait un peu la chair à canon de cette contestation. Ça a été utilisé. C'est-à-dire libéralisation, je pourrais dire même libéralisme sauvage, plus sécheresse, plus alliance quand même un peu prématurée avec la Turquie, ce qui fait que le jour où on a commencé la série du printemps arabe, qui n'était pas spontanée du tout, maintenant tout le monde le sait. D'ailleurs, nous-mêmes, on a fait en 2011 un dossier sur la couverture. On avait dit printemps arabe, hiver islamiste. Donc, et maintenant, malheureusement, tout le monde le dit. Nous, on était les premiers. Et tout le monde nous a insultés. Ah, vous êtes contre la révolution. Mais non, on n'est pas contre la révolution. Mais une révolution qui fait appel aux monarchies du Golfe, qui sont des monarchies moyenâgeuses, qui ne connaissent rien de la démocratie, des droits de l'homme, de la Turquie islamiste, qui réprime les journalistes, qui réprime les Kurdes et tout ça. Après, venir nous parler de la démocratie en Syrie, c'était un peu une plaisanterie quand même. Vous voyez? Donc, voilà, donc ils ont choisi ce moment-là en pensant que la Syrie va tomber comme la Libye, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme le Yémen. Et ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, qu'ils n'ont pas vu venir. D'abord, l'armée syrienne n'est pas une armée de pacotille. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désertions, il y a beaucoup d'officiers qui ont quitté, mais jamais l'armée ne s'est scindée, ne s'est effondrée. C'est toujours une armée idéologique, laïque, nationaliste, voilà, et n'a jamais rompu ses relations avec son premier allié qui était la Russie, ni avec l'Iran. D'ailleurs, les relations avec l'Iran, ça date, même quand il y a eu la guerre irano-irakienne, la Syrie avait pris position pour l'Iran, pas pour l'Irak. Vous voyez? Donc, il y avait ces alliances, la Chine, la Russie, l'Iran, le Hezbollah. C'est une armée solide, c'est une administration quand même assez costaud, qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à payer les salaires de tous les fonctionnaires, les enseignants, les militaires, y compris ceux qui sont dans les régions rebelles, qui sont contrôlés par les groupes. Chaque mois, ils reçoivent leur salaire. Vous voyez? Voilà, et puis il y a une société civile qui les soutient. Maintenant,
pourquoi maintenant il refuse que Bachar al-Assad participe à des élections libres et transparentes, sous contrôle international? Parce qu'ils savent qu'il risque de gagner, et il va gagner. Maintenant, avec les sondages, la BBC et de sources occidentales, il peut gagner facilement entre 54 et 60%. Parce que quelle est l'alternative? Il y a le régime syrien, l'État syrien, ou ces groupuscules islamistes antidémocratiques qui se battent d'ailleurs entre eux. Même ceux qui sont de la même obédience idéologique. Par exemple, Al-Nusra, qui est Al-Qaïda, et à Daesh. Tous les deux sont wahhabites. Vous voyez? Bon, voilà. Quant à l'opposition étrangère, elle ne représente rien. Elle n'ose même pas ces dirigeants n'osent même pas mettre les pieds sur le sol syrien. Donc, voilà. Donc maintenant, à mon avis, l'intervention de la Russie est arrivée, parce que quand même, 4 ans et demi de guerre sur 400 fronts, parce qu'il y avait 400 fronts faillis un peu partout, alimentés par la Jordanie, par le Liban, par l'Irak, par la Turquie, et financés par les pays du Golfe, par milliards de dollars. Bon, heureusement qu'il y avait la Russie, il y avait les pays du BRICS et tout ça. Donc, et chaque fois, les Russes disent, non, nous voulons une solution politique. Nous voulons des réformes en Syrie. Et Bachar al-Assad est prêt à engager des réformes substantielles. Mais il n'est pas question que le régime soit renversé par la force, comme on l'a fait en Libye et en Irak, en Égypte, au Yémen, avec les résultats qu'on voit. Voilà, et chaque fois, ils disent non, on va convaincre Poutine de changer de... Mais non, pour 4 ans et demi de soutien sans discontinuer, c'est pas un gamin, c'est quand même un homme d'État qui sait ce qu'il veut. D'ailleurs, même lui, on a allumé l'incendie ukrainien pour le punir de son soutien à la Syrie. Oui. Bon, maintenant, c'est l'heure de vérité, parce que lui dit maintenant, le terrorisme va vous toucher, vous les Européens. Donc, il y a un seul ennemi, c'est Daesh et tous les mouvements qui ont la même idéologie, les mêmes pratiques, en Nusra, Daesh et tout ça. Donc il a dit, bon, si vous ne voulez pas comprendre, bon, moi j'agis en conséquence. Vous dites, vous prétendez combattre Daesh, et moi aussi je vais combattre Daesh et ses consorts. Donc maintenant tout le monde a été pris de court, et maintenant je pense que ça devient sérieux. Maintenant un compromis politique, une sortie de crise est à portée de main. Sauf s'il continue, s'il persévère dans l'erreur, mais dans ce cas-là, tout le monde sera perdant. Oui. Mais déjà, l'État syrien ne tombera pas. Ce n'est pas une question de personne, que Bachar al-Assad ou autre, c'est une question d'État. Et puis, on a joué beaucoup sur la propagande comme quoi le régime syrien est un régime alawite. Ça, c'est un gros mensonge. On a vraiment soufflé sur la braise confessionnelle et sectaire. Si vous jetez un coup d'œil maintenant sur la composition du régime, Bachar al-Assad, il est marié à sa femme, elle est sunnite, de la grande bourgeoisie sunnite de Homs. Oui. Le chef de l'armée, le ministre de la Défense, il est sunnite. Le chef des renseignements, il est sunnite de Damas. Les plus grands officiers de l'armée et de l'enseignement sont des sunnites. Le chef du gouvernement est sunnite. Damas, la région dont on dit qu'elle est sunnite, la plupart des sunnites fuient Daesh et Al-Nusra pour recommencer
vit là-bas. Maintenant, à l'attaquer, il y a plus de sunnites que de chrétiens et d'alaouites. Voyez. Donc ce n'est pas un... C'est vraiment... mais il continue à dire que c'est un régime confessionnel. Si c'était le cas, il n'aurait pas pu résister une seule semaine. Surtout que la Syrie, elle est composée majoritairement de sunnites. Oui. Merci Monsieur Némé pour cet exposé très complet où vous avez bien expliqué l'importance du facteur extérieur dans la crise syrienne. Sait-on qui est responsable de cet attentat contre la cellule de crise syrienne, d'une part, et d'autre part, bon, vous avez bien expliqué que ce facteur extérieur n'avait pas réussi à se débarrasser, comme il le souhaitait, de Bachar el-Assad, qui reste légitime et qui bénéficie du soutien de la population syrienne. Vous savez sans doute que ce week-end a eu lieu une réunion importante de l'opposition syrienne à Astana, donc la capitale du Kazakhstan, où il a été envisagé de préparer justement les élections de 2016 avec la présence d'observateurs internationaux. Cette réunion d'Astana a aussi envisagé une réforme, proposé une réforme de l'armée et des structures de forces syriennes, et a prononcé une condamnation ferme de toute forme de terrorisme pour trouver une solution politique en Syrie. Quelle appréciation portez-vous de cette réunion? Écoutez, cette réunion, elle est quand même un peu souhaitée par la Russie et la Chine, parce que dire qu'il y aura des changements, bien sûr, il va y avoir. De toute façon, comme je viens de vous le dire dans la première séquence, le régime n'est plus le même. Le parti Baas n'est plus le parti unique. Il n'y a plus de parti unique. Il y a le multipartisme. Il y a une nouvelle loi sur le multimédia. Tout ça. Mais il faut négocier les détails. C'est-à-dire, il faut s'associer. Mais au départ, chaque fois qu'on dit on va faire des réformes, non, vous n'êtes pas... il faut partir, vous avez du sang sur les mains. C'était ça le mot d'ordre soufflé par... Non, vous êtes discrédité, vous n'avez plus de légitimité. Bon. Mais qui a la légitimité alors? C'est-à-dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la Syrie, c'est le régime présidé par Bachar al-Assad qui est membre de l'ONU. Donc la seule légitimité, c'est la légitimité de l'État syrien incarné par ce gouvernement, par ce régime. Bon, maintenant, il faut que ce soit un régime laïque. La plupart de l'opposition refuse cette solution. Il faut que la priorité, la lutte contre le terrorisme soit une priorité. Beaucoup refusent cela parce qu'ils sont compromis avec ces mouvements. Rappelons-nous d'ailleurs, même dans un pays laïque comme la France, Laurent Fabius dit que Al-Nusra faisait du bon boulot. C'est enregistré, c'est pas de la diffamation, vous voyez. Et il s'était opposé aux États-Unis qui avaient mis le Front Al-Nusra sur la liste des mouvements terroristes. Et encore, il y a 2 jours, quand Poutine était à l'Élysée il y avait à la réunion quadripartite du format Normandie. Normandie. On a vu Hollande, quelqu'un lui a posé la question, est-ce qu'il faut se contenter de combattre Daesh ou Al-Nusra encore? Il a oublié la question. Absolument. Il n'a pas répondu. J'étais là et voilà. J'ai constaté la même chose. Je ne sais pas, il était amnésique ou il a oublié de répondre. C'est voulu. Vous voyez. Et puis on continue à dire, Bachar al-Assad fait partie du problème et pas de son règlement. Mais vous êtes quoi? Mais vous êtes à l'origine du problème. Quand vous soutenez ces mouvements-là, il a même reconnu qu'il a armé certains mouvements. Et les États-Unis se vantent de vouloir d'armer et d'entraîner des opposants qui, dès qu'ils entrent en Syrie, ils donnent leurs armes, ils rejoignent Al-Qaïda et Daesh. Donc ils ne veulent pas comprendre. D'où mon analyse, c'est que l'objectif, c'était de casser la Syrie, de ruiner la Syrie, comme ils l'ont fait avec l'Irak. Parce que quand même, dès 2012,
il y avait une possibilité avec le président finlandais. Et Bachar al-Assad lui dit, moi je peux quitter, à l'issue de l'élection, je quitterai le pouvoir. Voilà. Mais c'était l'attentat contre l'armée, parce qu'ils pensaient que, parce qu'ils se sont trompés sur toute la ligne, sur la solidité du régime et sur ses soutiens populaires, sociaux et régionaux. Ce qui fait que maintenant il y a une guerre, c'est vrai, il y a une guerre syro-syrienne, mais il y a une guerre contre la Syrie. Et c'est la deuxième guerre qui a pris le dessus. Eh bien, merci Monsieur Némé pour ce vaste tableau qui reprend toute l'histoire de cette crise et qui va permettre aux auditeurs de mieux comprendre les tenants de la situation actuelle et les solutions qu'on espère voir venir pour résoudre cette crise. D'ailleurs, Poutine l'a dit lui-même. Il a dit, je vais discuter avec Bachar al-Assad pour engager des réformes substantielles. Ce n'est pas une question de personne. Voyez. D'ailleurs, Bachar al-Assad, il a fait des réformes. Mais étant donné que c'est l'état de guerre, ce que j'ai oublié aussi, quand même, il n'y a pas d'état d'urgence en Syrie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, dès l'éclatement de la contestation, ça a été supprimé. C'est-à-dire, il a répondu à la plupart des revendications de l'opposition qui étaient démocratiques à l'époque. Mais, à mon avis, la France, l'Europe, les États-Unis portent une lourde responsabilité dans cette crise, dans le sang qui a été versé, alors qu'il y avait une solution dès le départ. Dès le départ. Moi, quand j'étais en Syrie, j'ai senti que quand même, ils étaient prêts à négocier. Mais personne ne voulait rien entendre. Ça y est, il est cuit, il doit partir, il n'est plus légitime. Et d'ailleurs, c'est comme des perroquets, vous voyez. Maintenant, je sais, parce qu'il y a des éléments de langage. Par exemple, tout le monde dit que, par exemple, quand vous entendez la phrase « Bachar fait partie du problème et non de son règlement », tous les responsables français et occidentaux répètent ça comme des perroquets. C'est-à-dire, ce ne sont pas des phrases spontanées, comme si eux, ils ne font pas partie du problème. Et comme si, pour régler un problème, il faut que ce soit une négociation entre tous qui font partie du conflit. On ne négocie pas avec ses amis. Vous voyez, Absolument, oui. Voilà. Et c'est ce que, c'est à mon avis, le génie de quelqu'un comme Poutine. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas changé de position. Il a compris quel est le véritable enjeu. Qui est quand même lui, quand même, quand il est très populaire, il est élu haut les mains, on dit c'est un dictateur. Jusqu'à maintenant. Vous voyez. Bon, de toute façon, quand les chars de Yeltsin bombardaient la Douma, on dit voilà les démocrates qui bombardent les terroristes et tout ça, alors qu'ils étaient au Parlement. C'était je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode. Oui, bien sûr, oui. Parce que tout ce qu'ils veulent que la Russie soit gouvernée par un ivrogne comme Yeltsin, et pas comme un homme d'État qui se respecte, qui demande à être respecté. Qui défend les intérêts de son pays. Mais comme eux, ils respectent, qu'est-ce qu'ils font? La mission, la vocation de tout chef d'État est de se faire respecter et de respecter ses intérêts nationaux, les intérêts nationaux de son pays. Autrement, il ne serait pas un homme d'État. Voilà. Merci à nouveau, Monsieur Némé, pour cette longue conclusion. Vous avez bien diagnostiqué la maladie des temps modernes, aussi bien des politiques que des journalistes d'ailleurs, qui est de répéter comme des perroquets ce que tout le monde dit. Non, c'est-à-dire ce sont des notes, des éléments de langage. C'est-à-dire comme le porte-parole, quand il est questionné, quand il y a une conférence de presse ou un point de presse, il a des notes, on dit il faut répéter que ça. Oui. Et au niveau des États, c'est malheureux. C'est ce qu'on appelle le psittacisme. Oui, ou
la maladie des perroquets. En France, ça s'appelle élément de langage. Élément de langage, si vous voulez. C'est ce que j'espère nous n'avons pas fait aujourd'hui. Encore... non. Moi, je n'ai rien à gagner de tout ça. Encore merci, monsieur Némé. Moi, je vous dis, j'étais opposant. Je souhaite que la Syrie évolue, que le système politique évolue vers la modernité, mais aussi vers le respect de la souveraineté, comme la Syrie, un État indépendant. Et c'est aux Syriens eux-mêmes de décider l'avenir de leur pays. Voilà. Merci, monsieur Némé.